comme chers étudiants, nous reprenons le cours d'anatomie-physiologie, là où on s'est arrêté, au niveau de l'appareil digestif. Alors, je vous invite à prendre votre polycope concernant cet appareil pour pouvoir me suivre lors de mes explications. Merci. Alors, le polycope, il est composé de 9 pages, comme vous le savez. Alors, au niveau de la première page, il vous est détaillé les différentes parties de l'appareil digestif. Donc, c'est à titre indicatif. Donc, en passant de la cavité buccale pour arriver à la fin, à l'anus. Et entre les deux, il y a l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le côlon, pour finir avec l'anus. Donc, et ces informations sont reportées toujours sur la même page, sur la gauche en bas. Donc, vous avez la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le côlon, l'appendice, le rectum et les organes annexes. Vous avez le foie, les voies biliaires, le pancréas. Sans oublier le péritoine qui est le repli graisseux qui recouvre et protège les organes du tube digestif. Alors je passe sur l'introduction et je vais directement au niveau de la topographie, donc de l'abdomen. Vous avez un schéma où l'abdomen est divisé en 9 régions différentes. Ces régions différentes sont obtenues en utilisant ce qu'on appelle des repères anatomiques. Premier repère anatomique, c'est ce qu'on a en haut, qu'on appelle la coupole diaphragmatique. C'est la forme virtuelle أي خيالية للحجاب الحاجز من الداخل. Donc يشكل قبتين. Alors, en deçà, vous avez ce qu'on appelle le rebord costal. C'est les côtes qu'on sent quand on palpe notre thorax. Les plus en bas, c'est ce qu'on appelle le rebord costal. Alors, entre les coupoles diaphragmatiques et le rebord costal, vous avez déjà 3 zones topographiques ou cadrans. Donc, vous avez à droite l'hypocondre droit, à gauche l'hypocondre gauche, et au milieu, vous avez ce qu'on appelle la région épigastrique. Alors, épi veut dire supérieur, et gastrique veut dire l'estomac. Alors, sous ces 3 régions, vous avez 3 autres zones ou cadrans. Donc, au milieu, vous avez ce qu'on appelle la région ombilicale, l'ombilique. Et vous avez sur les deux côtés le flanc droit et le flanc gauche. Alors, je sais qu'on est en plein ramadan, ça n'a rien à voir avec le dessert sucré qu'on va manger dans quelques heures. Mais ça s'écrit plus avec un C, le flanc. يعني الجانب الأيسر والجانب جناب الدارجة أي الجانب الأيمن والجانب الأيسر. فيما يخص plus en bas, vous avez ce qu'on appelle 3 régions de l'abdomen. Donc, au milieu, vous avez ce qu'on appelle la région hypogastrique, la région inférieure à l'estomac. Et vous avez sur les côtés les fosses iliaques droite et les fosses iliaques, la fosse iliaque droite et la fosse iliaque gauche. Alors, vous allez me dire, pourquoi, monsieur, vous nous donnez ces 9 cadrans ou régions de l'abdomen? Je vais vous répondre le plus simplement possible. Vous êtes peut-être appelé à travailler au niveau des urgences. Et vous savez bien qu'un malade, quand il se rend aux urgences, ou généralement à l'hôpital, généralement il se rend quand il a mal, la douleur. Et quand vous allez lui demander, si vous n'avez pas des moyens d'exploration, vous allez lui demander tout simplement, où avez-vous mal, madame, mademoiselle, monsieur? Il va vous montrer avec son doigt la région de son abdomen où il a mal. Et vous, en maîtrisant cette information et les organes qui s'y trouvent en deçà, vous allez pouvoir dire au malade, vous avez mal à l'estomac, vous avez mal au foie, vous avez mal aux ovaires chez la femme, etc., etc. Donc, je vous ai donné
les 9 régions qui sont hippocampe droit, gauche, épigaste, flanc, etc., etc. Et entre parenthèses, je vous ai donné les différents organes qui sont en sous-bassement, c'est-à-dire sous cette région. À titre d'exemple, l'hypocondre droit correspond au foie et à la vésicule, c'est-à-dire sous l'hypocondre droit, il y a les organes du foie et de la vésicule biliaire. Même chose pour l'hypocondre gauche. Vous avez l'estomac et la rate, la rate c'est tehal. L'épigaste correspond aussi à l'estomac, car l'estomac c'est un organe assez volumineux. Donc, correspond à l'estomac, le duodénum c'est la première partie de l'intestin, et le pancréas. Vous avez le flanc droit, il correspond au côlon ascendant. Le flanc droit, côlon ascendant. Donc c'est le côlon qui monte. Et l'urètre droit, car vous avez aussi l'organe, ou plutôt l'appareil urinaire. Vous avez le flanc gauche, il correspond au côlon descendant. Donc ce côlon descendant, il est aussi, on y retrouve aussi l'urètre gauche, qui correspond à la partie gauche de notre appareil urinaire. Puis nous avons ce qu'on appelle la région ombilicale. Cette région ombilicale se trouve en son sein l'intestin grêle. Sous la région ombilicale, nous avons l'intestin grêle, le mérite d'arrière. La fosse iliaque droite correspond à l'ovaire droit par rapport à la femme, donc c'est l'appareil génital, le wabid, l'ayman, et au niveau nous avons aussi ce qu'on appelle l'appendice, pour la fosse iliaque gauche, vous avez ce qu'on appelle l'ovaire gauche. Alors, information, ou plutôt observation, je vous ai déjà parlé de certaines personnes qu'on appelait situs inversus. Situs, ça vient du mot situation en latin. Inversus veut dire inversé. Situation inversée. Je vous ai dit que tous les organes chez ce type de personne étaient inversés comme si on était devant un miroir. C'est-à-dire que le cœur, au lieu de pencher vers la gauche, il penche vers la droite, et le poumon droit est en réalité le poumon gauche, et le poumon gauche, c'est le poumon droit. Et si l'appendice était à droite chez la majorité des personnes, chez cette personne-là, devait être à gauche. Même chose pour l'estomac et le foie, etc., etc. Donc, c'est juste à titre indicatif. Maintenant, nous avons la dernière région, c'est l'hypogastre. Donc, elle correspond à quoi? Elle correspond à la vessie, et ça fait partie du système de l'appareil urinaire, plus les organes génitaux. Après cette parenthèse sur la topographie de l'abdomen et ses différents cadrans, nous passons maintenant à la composition du tube digestif. Alors, premièrement, nous avons la bouche. La bouche composée des lèvres et à l'intérieur de la muqueuse buccale qui correspond à l'intérieur de ce qu'on appelle les joues. Les joues. Donc, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve la voûte du palais, la partie supérieure de la bouche, la voûte, le plancher buccal, plutôt la partie inférieure, nous avons la langue, nous avons les dents, normalement, pour ceux qui ont toutes leurs dents, je veux dire, et nous avons ce qu'on appelle les glandes salivaires. Donc les glandes salivaires, elles sont au nombre de 6. Elles fonctionnent par paire, c'est-à-dire nous avons 3 paires. Alors, cette bouche, elle communique avec ce qu'on appelle le pharynx. C'est l'organe, c'est le carrefour aérodigestif. C'est-à-dire, باللغة العربية هو ملتقى الطرق ما بين الوظيفة التنفسية والوظيفة الهضمية. Donc, la langue, maintenant,
c'est un organe charnu, c'est-à-dire c'est un muscle très puissant. Elle comporte un squelette, c'est-à-dire elle repose sur un os qu'on appelle l'os hyoïde, et des muscles qui ont un rôle dans la mastication. Donc les muscles qui se trouvent à ce niveau-là, au niveau de la mâchoire inférieure, qui nous aident à mastiquer, qui donnent la force aussi à ce niveau-là. Donc, elle a un rôle dans la déglutition, c'est-à-dire elle a un rôle dans la phonation, c'est-à-dire l'autre. Chaque fois que je parle devant vous, je suis en train d'utiliser ma langue. Soit je la bloque contre le plancher, soit contre le palais, soit contre les dents. Par exemple, pour dire al-harfu sin, sin. J'utilise mes dents et ma langue à la fois. Alors, elle est revêtue d'une muqueuse rugueuse, c'est-à-dire, elle n'est pas lisse. ليست بالملساء فيها ما يسمى بالندوءات البراعم. هذه البراعم هي en réalité, en français, elle est ce qu'on appelle des récepteurs. خلايا حسية تمكن الإنسان من التذوق, le goût, le sens du goût, la gustation. Donc nous pouvons repérer 4 goûts différents qui sont le sucré, le salé, l'acide et l'amer. Donc, al-hulu, al-malih, al-hamidi ou al-mor. Donc, après ça, nous avons ce qu'on appelle les dents. Nous avons 2 types. Nous avons les dents dites de lait, qui sont en nombre de 20. On les retrouve chez les êtres humains entre l'âge de 6 mois et 7 ans. Puis, nous passons à ce qu'on appelle la dentition définitive. Le nombre de dents est alors de 32 dents. C'est entre 7 ans et 25 ans pour ce qu'on appelle les dents de sagesse. Elles sont au nombre de 4. Alors à l'âge adulte, il doit avoir 8 incisives, c'est-à-dire 4 canines, 8 prémolaires. Donc, c'est des adros qui ont que 2 racines. Et 12 molaires, c'est des adros qui ont judur. Alors, les incisives, c'est pour couper. Couper quoi? Généralement, c'est les légumes. Les canines, c'est pour déchirer, déchiqueter. On les utilise pour la viande, les protéines. Les prémolaires, c'est pour écraser les tailles. Tandis que les molaires, c'est pour broyer les sacres. Donc, après ça, nous passons au pharynx. Donc, le pharynx, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est le carrefour aérodigestif هو نقطة التلاقي ما بين وظيفة تنفسية من جهة ووظيفة هضمية من جهة أخرى. Il a une dimension de 15 cm à peu près. Il est composé de 3 parties. Une partie supérieure qui est en relation avec le nez, que nous appelons le nasopharynx, naso de nasal qui veut dire le nez. Vous avez une partie intermédiaire que nous appelons l'oropharynx. Donc l'oropharynx, c'est oral, veut dire bouche. Et une partie inférieure, c'est l'hypopharynx. Donc, on la retrouve qui est en relation avec le larynx, au niveau de l'appareil respiratoire maintenant. Nous passons à l'œsophage. L'œsophage, c'est un conduit d'une longueur de 25 cm avec une largeur entre 2 et 3 cm quand il est dilaté, c'est-à-dire quand l'aliment est en train de passer en son milieu. Sinon, il est aplati. Alors, qu'est-ce qu'on remarque au niveau de l'œsophage, c'est qu'il n'a aucun rôle par rapport à la digestion. Le rôle propre de l'œsophage est de transporter les aliments de la bouche à l'estomac grâce à des mouvements de contraction
successives, أي تقلصات عضلية متوالية, qu'on appelle en français scientifique péristaltisme. Donc, le péristaltisme permet de haut en bas de transporter l'aliment tout au long de l'œsophage. Alors, l'œsophage est composé de 4 parties différentes. Au niveau du cou, nous l'appelons l'œsophage cervical. Au niveau du thorax, nous l'appelons l'œsophage thoracique, plus logique. Donc, thoracique, il est toujours couplé en voisinage de ce qu'on appelle l'aorte. التي هي اللغة العربية الشريان الأظهر أكبر وعاء دموي يخرج من الجهة اليسرى من البطين الأيسر. On l'a vu déjà dans l'appareil cardiovasculaire. Vous avez une partie diaphragmatique, c'est-à-dire à un moment donné, notre œsophage doit passer du thorax vers l'abdomen. Et pour le faire, il doit transpercer le diaphragme, c'est-à-dire il a un orifice où il passe. La partie qui est au milieu du diaphragme, nous l'appelons l'œsophage diaphragmatique. Puis, nous avons une partie assez petite qui est sous le diaphragme, qu'on appelle la partie abdominale. Cette partie, elle va se connecter directement à l'estomac grâce à ce qu'on appelle le sphincter, que nous appelons le cardia. C'est le sphincter œsophago-gastrique. C'est-à-dire, c'est le sphincter qui relie entre l'œsophage et l'estomac. Puis nous passons à la page numéro 4. Alors, la page numéro 4, nous abordons ce qu'on appelle l'estomac. Alors, l'estomac, c'est une poche qui est située entre l'œsophage en haut et le duodénum en bas, qui est la première partie de l'intestin grêle. Sa forme, elle ressemble à peu près à la lettre J en français. Alors, elle occupe l'hypocondre gauche et l'épigaste, on l'a déjà vu. Ce qui est sûr, c'est que c'est un organe assez volumineux, creux, qui peut contenir entre 1 et 1,5 litres en moyenne. Maintenant, je vous rassure, selon les habitudes alimentaires, l'estomac, qui est un muscle, aura tendance soit à se dilater chez les personnes qui mangent beaucoup et à se contracter chez les personnes qui n'ont pas un grand appétit. Notamment pendant le mois de Ramadan sacré, vous avez peut-être remarqué que dès que vous allez manger le bol de harira, vous n'aurez plus aussi faim qu'avant, parce que notre estomac s'adapte à nos habitudes alimentaires. Alors, l'estomac est appelé, dans le schéma, je vous ai donné un schéma, il comporte plusieurs parties. Nous avons ce qu'on appelle le corps qui est au milieu, qu'on appelle aussi le fundus. Il mesure entre 25 cm de haut, 10 à 12 cm de large et 9 cm de diamètre. 9 cm de diamètre entre l'avant et l'arrière, que nous appelons dans le polycope le diamètre antéro, c'est-à-dire avant, postérieur, l'arrière. Il a plusieurs parties. Donc vous avez le cardia, qui est le sphincter qui sépare entre l'œsophage et l'estomac, c'est la porte d'entrée. La grosse tuberosité, c'est la partie renflée qu'on a en haut. Nous avons l'antre, c'est juste avant le pylore. La grande courbure, qui se trouve à l'extérieur. La petite courbure qui se trouve à l'intérieur. L'angle de His qui est formé entre le cardia et l'estomac, il est apparent, et le corps qui est le fundus. Donc sachez que l'estomac, c'est un organe qui est composé de 4 couches, 4 tissus différents.
Dans le schéma qui est dans la page numéro 5, nous retrouvons les 4 couches. Donc nous avons de l'extérieur à l'intérieur, nous avons ce qu'on appelle la séreuse. La séreuse, c'est-à-dire que c'est un tissu conjonctival, l'insige d'âme, doule. Donc chaque organe a ce qu'on appelle une paroi extérieure qui le protège. Puis nous avons ce qu'on appelle la couche musculeuse, car l'estomac, je vous l'ai dit déjà, c'est un muscle creux. Puis nous avons une couche sous-muqueuse, c'est la couche avant-dernière. Juste après, nous avons ce qu'on appelle la muqueuse, qui est responsable de toutes les sécrétions qui s'effectuent au niveau de l'estomac. Je parle des sucs gastriques, l'osarat ou l'maïdia, et c'est la partie, ou plutôt la couche, qui est en contact direct avec l'aliment qui est en train d'être digéré. Donc, puis vous avez un autre schéma en bas de la feuille numéro 5 où vous retrouvez les différentes cellules responsables des différentes sécrétions. Donc, nous avons les cellules pariétales, les cellules principales, les cellules entéro-endocrines, et chacune d'entre elles, nous avons aussi les cellules à mucus. Donc, ces cellules-là, elles ont chacune une sécrétion respective. Alors, sachez qu'une cellule en général ne peut pas vivre dans un milieu acide. Maintenant, vous allez me dire, monsieur, comment ça se fait que notre estomac, les cellules de notre estomac, résistent à l'acidité gastrique? Je vous dirai, car il y a ce qu'on appelle des moyens de protection. Nous mangeons, si nous avons un régime alimentaire équilibré, 3 fois par jour, voire 4 fois. Chaque fois que nous mangeons, il y a ce qu'on appelle des sécrétions gastriques, des sécrétions de l'estomac, qui vont nous aider à digérer. Une fois que nous avons fini notre digestion au niveau de l'estomac, il va y avoir d'autres sécrétions qu'on appelle des facteurs de protection, parmi lesquels le mucus. C'est un liquide blanchâtre, basique, qui va tapisser la muqueuse et la protéger de ses propres sécrétions. Par exemple, si une personne mange à toute heure, elle ne va pas laisser la muqueuse gastrique se reposer. C'est de là que vient la recommandation de manger à heure fixe. Donc nous passons à la page numéro 6. Alors, je vous ai donné les différentes cellules et qu'est-ce qu'elles sécrètent. Donc les cellules à mucus, logiquement, elles sécrètent du mucus. Les cellules pariétales, elles sécrètent l'acide chlorhydrique M, le chlore HCl, et le facteur intrinsèque. Ce facteur intrinsèque, c'est son nom, il ne faut pas chercher autre chose. C'est un composé qui est sécrété dans le sang. Il va permettre d'absorber notamment des produits au niveau des aliments. Donc sans lui, il n'y aura pas cette absorption. Puis, nous avons les cellules G. C'est des cellules qui vont sécréter une hormone qu'on appelle la gastrine. Puis les cellules principales qui vont sécréter la pepsine. Toutes ces sécrétions-là vont aider l'estomac à effectuer sa fonction qui est la digestion. Maintenant, pour finir, on a ce qu'on appelle le péritoine. Le péritoine, en réalité, c'est une séreuse. C'est un tissu conjonctif. L'insige, c'est du gras en réalité. C'est une séreuse qui est composée de 2 feuillets. Nous avons ce qu'on appelle le feuillet pariétal. Ce feuillet pariétal, il va être en contact direct avec la cavité ou la paroi abdominale. Tandis que le feuillet viscéral, viscère, il est en contact direct avec les différents organes qui composent l'appareil digestif.
Donc ce péritoine-là, il va s'étendre sous le diaphragme sur toute la cavité jusqu'au petit bassin. C'est-à-dire, il va englober tous les organes du tube digestif. On le voit dans le schéma. En bas de la page numéro 6. Donc, on remarque que nous avons deux types d'organes. Nous avons ce qu'on appelle des organes péritoniaux, ou plutôt intrapéritoniaux, c'est-à-dire ils sont englobés. Le péritoine les enveloppe. Et nous avons ce qu'on appelle des organes rétropéritoniaux, à titre d'exemple, les reins. Donc ces reins, ils ne sont pas englobés par le péritoine, ils sont à l'arrière, ne faisant pas partie du tube digestif. Nous passons maintenant à l'intestin grêle, باللغة العربية المعي الدقيق. Il est composé de trois parties. La première partie qui est juste derrière l'estomac est séparée par l'estomac par un autre sphincter que nous appelons le pylore. Nous l'appelons le duodénum. Il n'est pas assez long. Puis nous avons ce qu'on appelle la longueur du duodénum, c'est 25 cm. Quand on pense que l'intestin grêle peut aller jusqu'à 7 mètres. Puis nous avons le jejunum, la partie médiale, le manteca l'osta. Le jejunum, il va faire, c'est-à-dire il va avec le duodénum former ce qu'on appelle l'angle duodéno-jejunal, ou plutôt jujuno-duodénal. الزاوية تشكل ما بين القسم الأول للمعي الدقيق والقسم الثاني للمعي الدقيق. Puis nous avons ce qu'on appelle l'ilion. Donc l'ilion, c'est la partie terminale de l'intestin grêle et elle va rentrer en contact avec la partie première du côlon, que nous appelons le cécum. Donc elle va former ce qu'on appelle l'angle ilio-cécal. Dans le polycope, elle est écrite ilio-caïcal, mais ça se prononce cécal. Donc, le jejunum et l'ilion mesurent environ 6 mètres et quelques. Nous avons après le côlon, il est aussi composé de différentes parties. Sa longueur totale peut aller jusqu'à 1,5 m. Mais chez certains patients qui souffrent de ce qu'on appelle la maladie du gros intestin, ça peut aller au-delà. Donc, la première partie du côlon, c'est ce qu'on appelle le cécum. Il se trouve au niveau de la fosse iliaque droite. Rappelez-vous la topographie de l'abdomen. Puis nous avons le côlon ascendant, le côlon qui monte, c'est le côlon droit. Il va monter verticalement. Puis nous avons le côlon transverse. C'est un côlon qui est à peu près horizontal, uffiqi. Sa longueur, elle est entre 40 et 80 cm. Puis nous avons le côlon descendant. Sur le flanc gauche, il va se transformer à la fin par ce qu'on appelle le côlon sigmoïde. La partie terminale, sigmoïde, ça vient de la lettre sigma, qui va ensuite donner ce qu'on appelle la partie terminale, qui est le rectum et la marginale et l'anus. Donc le schéma de la page numéro 8, on a un récapitulatif, حوصلة لأقسام المعي الغليظ, à commencer par le cécum avec l'appendice, le côlon droit, le côlon transverse, le côlon gauche, le sigmoïde, le rectum, et pour finir l'anus. Concernant le rectum, il est composé de deux parties. Nous avons l'ampoule rectale, qui est une partie dilatée, puis nous avons l'anus, qui est cerclé par deux sphincters. On a déjà parlé de ça, et elle est rétrécie. Alors, cette partie, l'ampoule rectale, c'est elle qui va permettre de stocker le bol fécal en attendant qu'il soit éliminé. Alors, nous passons maintenant aux organes annexes. Premièrement, nous avons le foie. Alors, le foie, c'est un organe volumineux, يعني عضو ضخم,
الوزن يمكن أن يذهب إلى 1 كيلوغرام ونصف 1 كيلوغرام et demi. Il est situé dans l'hippocampe droit et déborde au niveau de l'épigastre, c'est-à-dire entre la région supérieure droite et la région supérieure centrale, l'épigastre. Donc c'est un organe, je vous ai dit déjà que c'est un organe noble, il fait beaucoup de métabolisme au niveau de l'organisme. Donc il a beaucoup de fonctions, ça c'est sûr. Puis nous avons les voies biliaires. Alors les voies biliaires, on a la vésicule biliaire, donc elles se réunissent dans un seul canal appelé canal hépatique, al-qanat al-kabidiyya. Ce canal hépatique commun, c'est la réunion entre ce qu'on appelle le canal cystique yahum illa al-huways al-safrawi, et le canal de Cholédoque, et constitue, le canal de Cholédoque. Qanat Cholédoque هي متكونة من قناة الكبدية والقناة الحويصلية. Et les deux vont former ce qu'on appelle قناة Cholédoque. Alors le canal de Cholédoque va traverser le pancréas. Il va rentrer au niveau du pancréas et il va s'ouvrir vers le duodénum. يعني سوف يفرز محتوياته في القسم الأول من المعدة الدقيق qu'on appelle le duodénum à travers l'ampoule de Vater التي هي عبارة عن فتحة. Alors l'orifice commun entre le canal extracteur, le canal الإفرازية للبنكرياس qu'on appelle قناة فيرسونغ هو الذي سماها على اسمه. Cet orifice est appelé le sphincter d'Oddi, O-D-I. Alors, je vous invite à voir le schéma de la page 9. On va y aller. Donc, au niveau du schéma de la page 9, alors l'image, elle est chez vous, normalement en noir et blanc, mais vous pouvez retrouver ce schéma facilement sur Google Images, en couleur en plus. Donc, nous avons, premièrement, le canal hépatique, qui va se relier. Dans le canal hépatique, nous avons plusieurs canaux. Nous avons le canal hépatique droit, le canal hépatique gauche, et normalement, ça va donner ce qu'on appelle le canal hépatique central, ou canal hépatique unifié, qui va se relier au canal de Cholédoque, canal cystique, pour donner le canal de Cholédoque. Ce canal de Cholédoque va se déverser dans le schéma, dans le pancréas, et va s'aboucher, c'est-à-dire سوف يلتقي مع القناة الإفرازية تاع البنكرياس ومشكلا لقناة le canal de Wirsung. Ce canal de Wirsung va jeter ses sécrétions dans le duodénum à travers ce qu'on appelle le sphincter d'Oddi. Alors, pour ce qui est du pancréas, ou plutôt je vais revenir plus tard, donc concernant la vésicule biliaire, elle constitue un réservoir, c'est-à-dire الحويصل الصفراوي ليس بعضو إفرازي بل هو عبارة عن عضو تخزين ماذا؟ تخزين العصارة الصفراوية التي يتم إنتاجها في الكبد. Donc certaines personnes vont peut-être dans leur vie subir l'ablation de la vésicule biliaire. Cela ne va pas les empêcher de vivre, notamment si elles ont soit un calcul biliaire, يعني حجرة حصى في الحويصل الصفراوي أو une tumeur ورم سرطاني. Dans ce cas, l'indication de la chirurgie est posée. يعني لازم يتم نزع الحويصل الصفراوي. الاحترازات التي يجب على المريض أن يتخذها هي ماذا؟ Il doit simplement observer un régime alimentaire plutôt pauvre en lipides. يعني فقير فيما يخص المواد الدهنية. كون العصارة الصفراوية التي تملأ الحويصل الصفراوي دورها مهم
في هضم المواد الدسمة. Alors le pancréas المعتكلة البنكرياس متكون من 3 مناطق. المناطق على الترتيب هي في الخارج لا كو، في الوسط لو كور، وملتصقة مع le duodénum نسميها la tête. Donc nous avons la queue, le corps et la tête. Le pancréas, c'est un organe qui a une activité métabolique très importante. Premièrement, c'est une glande mixte, c'est-à-dire que d'une part, c'est une glande à sécrétion extérieure, c'est-à-dire qu'elle va sécréter des sucs pancréatiques qui vont aider notre corps à digérer les différents aliments. En plus, c'est une glande intérieure, ou plutôt endocrine. Donc, premièrement, celle qui va sécréter des sécrétions gastriques, on l'appelle une glande exocrine, de l'extérieur, tandis que celle qui va sécréter des hormones, nécessaires à la régulation notamment de notre glycémie, c'est ce qu'on appelle une glande endocrine. Alors, concernant les canaux qui se trouvent au niveau du pancréas, nous avons le canal principal, qu'on appelle le canal pancréatique principal, et nous avons ce qu'on appelle le canal de Santorini, qui est un canal accessoire. Donc, ces deux-là sécrètent les sucs pancréatiques, العصارات المعتكلية أو البنكريسية. Alors, les sécrétions endocrines de la glande, la glande endocrine sont l'hormone qui est l'insuline et une autre hormone qui est le glucagon. Alors l'insuline est sécrétée par les cellules bêta des îlots de Langerhans. Joseph Langerhans, et ils ont été appelés selon celui qui les a découverts. Donc, l'insuline, elle a un rôle hypoglycémiant, c'est-à-dire elle abaisse le taux de sucre dans le sang. Tandis que les cellules alpha qui sécrètent le glucagon, ils ont un rôle hyperglycémiant, c'est-à-dire qui augmente le taux de sucre dans le sang. Alors, les phénomènes de la digestion, pour finir, débute depuis la mastication au niveau de la bouche, c'est-à-dire grâce à la langue, à la salive et aux dents, puis vont descendre de l'œsophage à l'estomac, puis l'intestin grêle, puis le côlon, pour finir, c'est-à-dire pour arriver plutôt à l'intestin grêle simplifié, donc absorbable par notre circulation sanguine, restera les résidus, le baqaya, qui vont passer dans le côlon pour donner ce qu'on appelle les matières fécales à la fin. Pour finir, l'amidon donnera le glucose, les protéines vont donner l'acide aminé, les acides aminés et les lipides, les acides gras. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis, sahaf.com, merci et n'oubliez pas de vous abonner. Salam alaikum.